Bon, allez, on va passer sur vos commentaires. Du coup... Alors, petite précision concernant vos commentaires. Je n'ai pas remis tous les commentaires de tout le monde. Vous m'en envoyez beaucoup, en fait, à chaque vidéo. Et franchement, je vous en remercie parce que je vous jure que pour moi, c'est plus important que de savoir combien je gagne d'abonnés ou combien je fais de vues, etc. Parce que des gens qui cliquent sur ma vidéo et qui ne la regardent pas et qui se posent pas de questions, c'est bon, ça reste que du chiffre. Mais du coup, le fait d'avoir les retours et les échanges qu'il peut y avoir avec en commentaire et tout, c'est vraiment super important pour moi. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter. Après, si vous avez rien à dire, vous avez rien à dire, hein. Mais ça fait vraiment super plaisir. Et je prends toujours vraiment, c'est l'avantage d'être une toute petite chaîne de rien du tout, c'est que j'ai vraiment le temps de pouvoir lire tout le monde et réagir ou répondre à tout le monde, quoi. Et d'avoir un vrai échange avec vous. Et ça, c'est mon but principal à travers cette chaîne, hein. C'est vraiment ça, c'est d'amener mes idées comme point de départ à des discussions et des échanges que je peux avoir avec le reste de la communauté. Néanmoins, je n'ai pas appris les commentaires de tout le monde, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants pour moi. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est juste que quand les gens disent « je suis d'accord avec toi », je vous les remets pas en causerie, en fait, parce que du coup, ça me fait très plaisir de savoir que vous êtes d'accord avec moi. C'est très gratifiant, mais du coup, il n'y a pas grand-chose à discuter. Donc, j'ai vraiment pris que les morceaux de commentaires qui amenaient des idées soit complémentaires, soit divergentes de ce que moi j'ai amené pour qu'on puisse avoir une discussion sur la base de ce truc-là. J'ai pris soin aussi de mettre les personnes qui m'ont fait des commentaires. Alors, je savais pas si c'était bien ou pas bien de faire ça. Si ça gênait les gens qu'on les cite directement ou pas, mais je pense que c'est quand même plus respectueux de citer la personne qui a fait le commentaire à chaque fois. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on a Alexis Brodowski qui nous dit « Je pense à un truc, j'ai l'impression qu'il y a aussi une version de Sephiroth qui se matérialise avec les fillers. Par exemple, quand Tifa est à l'intérieur de l'arme dans la rivière de la vie. » Alors, là où ça change, oui, alors le commentaire d'Alexis, il m'avait vachement intéressé parce que pour moi, il se matérialise à travers les hommes en noir. Et là, c'est une matérialisation à travers les fillers. Chose que j'avais pas envisagée. Et même peut-être un Sephiroth qui utilise l'énergie du météore pour se matérialiser, énergie du futur, donc, comme au-dessus de la Cité des Anciens et dans Remake, même si on se rappelle bien. Donc en fait, Alexis, si je comprends bien, pour toi, le moment où on voit Sephiroth absorber en fait l'énergie du météore, c'est ce qui vient renforcer sa capacité du coup à se matérialiser. En fait, tu me diras en commentaire si j'ai bien compris ou pas, mais tu pars du Sephiroth, donc dans l'idée de c'est le Sephiroth qui a déjà vécu FF7, celui qui est post-Advent Children et tout, et qui est dans la rivière de la vie, et qui, avec l'énergie, en absorbant l'énergie des fillers et du météore, arrive à utiliser cette énergie pour avoir une identité concrète dans la matière et à se faire le fameux corps en fait qu'il essaye de récupérer, quoi. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'a même plus besoin des hommes en noir pour se matérialiser. Bah oui, en effet. Du coup, dans ce cas-là... alors là, on parle de Sephiroth. On parle pas de Genova, qui réactive un peu ses cellules dans les hommes en noir pour prendre la forme de Sephiroth. Là, on parle vraiment de Sephiroth, je pense livestream Sephiroth, si je te comprends bien. D'ailleurs, dans le monde parallèle mourant où Aerys entraîne Cloud, il les surveille sans vraiment être matérialisé. Il les surveille. On voit juste les plumes noires tomber. Attends. Oui, il surveille Aerys et Cloud, d'accord. Mais je pensais que tu parlais, il surveille les fillers. Non, d'accord. Oui, le monde parallèle mourant, donc celui du date, en fait. On voit juste les... Oui, effectivement, de toute façon, il est... Oui, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a cette idée, voilà, du livestream Sephiroth qui a sa conscience, qui est dans toute la rivière de la vie et qui peut atteindre, en fait, toutes les strates de la rivière de la vie, même quand c'est les mondes qui sont matérialisés par la pensée des autres, mais que du coup, les fillers et l'énergie du météore lui servent à prendre corps, en fait. Plus besoin d'homme en noir, il peut aller n'importe où. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pour ça qu'il y en a qui emploient le terme de omniséphiros, parce que non seulement il a l'air omniscient,
mais en plus, il peut être omniprésent. Alors moi, j'avais expliqué cette omniprésence dans ma vidéo sur la mort d'Aerys par le côté en me basant sur la théorie des archétypes de Jung et le fait que la matéria blanche, la matéria noire, Sephiroth, en fait, sont l'équivalent des archétypes qui transcendent les consciences individuelles et c'est ce qui lui permet d'exister, en fait, dans toutes les consciences à la fois. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on combat Sephiroth dans plusieurs dimensions, on va dire, plusieurs méta-réalités comme ça à la fin de Rebirth. Mais du coup, effectivement, le fait que tu dises qu'ils s'appuient sur les fillers pour s'incarner, en fait, que c'est eux qui... Un peu comme, si je te comprends bien, hein, mais encore une fois, je serais ravie d'avoir ta correction ou ton retour, et aussi pour les gens qui nous écoutent, hein. Si je te comprends bien, c'est-à-dire que les hommes en noir, ils servent un peu de canal de matérialisation pour les illusions de Genova, et c'est un peu le même principe avec les fillers pour Sephiroth. C'est-à-dire que le livestream Sephiroth, moi c'est comme ça que je l'appelle en fait, ce Sephiroth de Advent Children qui livestream Black et tout ça, en fait il se sert des fillers comme canal d'existence à travers toutes les dimensions. C'est intéressant comme idée, hein. C'est vraiment intéressant. Oula, ouais. Alors, après tout, concernant le météore, si on réfléchit bien, à la fin du jeu original, quand la rivière de la vie se rassemble sous le météore pour le détruire... Ah oui, d'accord, le Genki-dama, là. On voit juste un grand flash blanc et puis plus rien. Qui ne nous dit pas, scénaristiquement parlant, que Square a décidé d'en tirer parti en trouvant là un levier pour que l'esprit de Sephiroth puisse revenir en arrière? D'après toi, du coup, dans FF7, il aurait déjà absorbé cette énergie-là pour pouvoir revenir en arrière et être le Sephiroth du remake. C'est possible, hein. Après on peut tout imaginer, hein, mais moi c'est plutôt... si on imagine ce livestream Sephiroth, pour moi ça part plutôt effectivement d'Advent Children et de la rivière de la vie, mais bon, après pourquoi pas, hein. En tout cas, voilà, merci d'avoir partagé ton idée. Du coup, on la partage avec la commu, comme ça les gens qui pourront s'en servir ou réfléchir à partir de là, ils auront ton idée. Après tout, on n'a encore aucune explication sur comment il a pu recommencer l'histoire. Oui, effectivement. C'est une vieille faille spatio-temporelle due à toute cette masse d'énergie, pourrait faire l'affaire. Ah putain, si c'est une faille spatio-temporelle, franchement, la facilité scénaristique, là... Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon, moi, j'ai pas le sentiment qu'on parle là-dessus. J'ai pas le sentiment que c'est aussi concret là-dessus. Moi, je pense qu'il y a plutôt vraiment une histoire de spiritualité, de côté un peu plus éthéré, en fait, dans l'histoire des mondes et tout ça. Mais, oh putain, si c'est une faille spatio-temporelle, là, ça va être cheap, hein, scénaristiquement parlant. Moi, je suis pas sûre d'apprécier ça. Aerys en aurait aussi bénéficié, comme elle est un peu évoquée à la fin du jeu original, comme étant l'instigatrice de la concentration de la rivière de la vie. Bref, on verra bien, comme tu dis. Après, c'est vrai que le côté éthéré et tout ça, ça explique les mondes, mais ça explique pas le fait qu'ils aient pu revivre l'histoire. Ça, c'est sûr que ça reste un des trucs que, si ça se trouve, ils expliqueront même pas en vrai, en plus. Moi, je les vois trop pas expliquer ça et dire non, mais du coup, c'est les joueurs, ils comprennent ça comme ils veulent. Et en toute sincérité, en plus, parce que les Japonais adorent faire ça, hein. Les Japonais adorent laisser beaucoup de choses très en suspens. Moi, combien d'animés j'ai vu qui finissaient en nœud de boudin, mais vraiment conclusion ultra ouverte et tout ça. Mais par contre, maintenant, la réaction de la communauté internationale, s'ils font ça, je pense qu'ils vont se faire poutrer, hein. Ils vont se faire poutrer, hein. Après, si c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire, il faut qu'ils le fassent, hein. Mais je suis pas sûre qu'ils tiennent pas en compte le fait qu'ils risquent de se faire défoncer s'ils font ça. On verra bien, comme tu dis. Alors, Chapi Amagaeru. Concernant Sephiroth, de ce que je comprends, son corps ne repose pas dans le cratère nord. C'est la grande question. Ça, c'est la grande question, hein. Sephiroth est bien les... Voilà, donc tu évoques ce que j'évoquais en début de vidéo, effectivement, la question du est-ce qu'on va avoir Sephiroth dans son œuf de Mako ou pas. Sephiroth est bel et bien mort lors de l'affrontement contre Cloud. C'est sa volonté de ne pas fusionner avec le livestream qui le maintient en quelque sorte vivant.
et qui l'encourage à reconstituer un corps afin de ne pas devenir un souvenir. Alors attends, je relis la phrase. Oui, d'accord, ok, oui, tout à fait. Ben, ça, c'est expliqué dans Livestream Black, dans le bouquin The Way to a Smile. C'est une expérience qui fait tout le long de l'original. Ah oui, ok, ouais. Donc oui, il est mort, machin, il veut pas, et nanana. Oui, bah oui, t'as raison, en fait. Oui, et qu'il réitérera dans Advent Children. Mais putain, mais oui, en fait. Ah, mais tu sais que... Mais oui, en fait. Moi, j'avais jamais... Pour moi, le côté je veux revenir, ça commençait avec l'histoire d'Advent Children et tout ça, mais t'as complètement raison, en fait. Dans l'original, le fait qu'il se régénère... Enfin, pour moi, c'était un peu genre... C'est vrai qu'à l'époque, comme on n'avait pas tous ces éléments-là, quand j'y avais joué, moi, c'était plus la rivière de la vie, elle l'a recraché à un endroit, tu vois, ou peut-être c'est Genova qui a fait que, ou j'en sais rien. En fait, je me posais pas autant de questions quand je l'ai joué au jeu, j'avais 15 ans, tu vois. Et du coup, j'étais restée un peu là-dessus. Mais t'as complètement raison. Genova, lors de son affrontement contre les Cétras, a semé un virus qui a contaminé tous les êtres vivants en s'approchant d'elle et perdait leur cœur, devenant des monstres. C'est dit quelque part, ça? Que explicitement, c'est ce qui a généré les monstres. En même temps, ça justifierait l'existence des monstres, hein, totalement. Hein. Mais on peut comprendre que certains sont devenus des monstres physiquement parlant, devenant les créatures circulant sur Gaïa. Angel et Genesis n'échapperont pas à la règle. Mais carrément. Mais c'est beaucoup trop stylé ce que tu racontes. Et chaque être contaminé devient Genova, ou du moins en partie. Attends, je réfléchis aux implications parce que du coup, qui est potentiellement contaminé? Bah donc oui, les monstres. Bah oui, de toute façon, oui, les monstres, puisqu'en plus, Ojo, il s'en sert pour fusionner avec les hommes en noir. Et bah oui, à partir du moment où t'es contaminé... Alors, à part Cloud. Mais parce que lui, il n'a pas eu des cellules de Genova, il a eu des cellules de Sephiroth, on est d'accord? Ou est-ce qu'il a quand même été exposé? Parce qu'on le voit bien hein, quand il retourne, quand il va dans le laboratoire du manoir Shinra, c'est bien marqué cellule S et ils appuient bien. T'as trois containers, le sang de Sephiroth, les cheveux de Sephiroth et je sais plus quoi là de Sephiroth. Et Cloud qui pète un câble à ce moment-là, plus il se rapproche et plus ça guide parce que c'est dans cette pièce-là qu'il a. Donc on lui a pas forcément injecté des cellules de Genova. Donc c'est peut-être pour ça qu'il dégénère pas du coup et qu'il se transforme pas en monstre lui. Parce qu'en fait Cloud il croit qu'il dégénère, mais on sait que c'est pas ça qui fait qu'il pète un câble en fait. Hein. Mais en même temps, c'est là que tu vois que scénaristiquement parlant, putain, il est quand même fort Nojima, hein, sans déconner, parce que cette histoire de dégénérescence qu'il avait amenée dans Crisis Core, à un moment où, à mon avis, ils n'avaient pas encore en tête de faire le remake de FF7, il l'a reconnecté en l'injectant dans l'arc psychologique de Cloud, et comme on le voit sur les soldats qui ont les cellules de Genova, et comme il ne pouvait plus montrer Angel et Genesis, il a montré à travers Rocher, ce qui est une bonne idée. Cloud est témoin de cette dégénérescence, donc il sait qu'il existe, même si lui ne la subit pas, et du coup, c'est ce qui va faire que lui, il s'explique en fait ses pertes de mémoire et tout ça à travers ça. Comment il arrive à recouper son bordel scénaristique et à la fin, ça fonctionne, quoi. Moi, ça me donne quand même confiance sur la suite. Hein. Je sais que Nojima, il est capable de faire de la merde quand il veut. Je vais pas dire le contraire. Mais là-dessus, putain, il est en train de se déchirer quand même hein, pour faire des recoupages et tout. Moi, j'aimerais bien quand même hein, que Nojima, il aille jusqu'au bout et que tous les gens qui disaient Néné, ça va être la merde, cette facilité scénaristique, qu'ils leur fassent fermer leur bouche. Ah, Nono, moi j'y crois. Moi, je suis derrière toi. Moi, je veux que tu fasses ça. Hein. Moi, je veux que les gens ils se disent oh, le bâtard comment c'était trop bien pensé. Et je suis sûre qu'il peut le faire. Très intéressant ce que tu racontes, Chapi, hein, vraiment. Et chaque être contaminé, donc, du moins en partie, Sephiroth sera le seul à ne pas succomber à ce sort, puisqu'il perdra son humanité, mais conservera son apparence de son vivant et sera capable de contrôler Genova à sa mort. Alors la question voilà, de qui manipule qui, ça c'est une question qui est en suspens. Donc toi, tu es plutôt dans le sens, c'est Sephiroth le maître du jeu, quoi. C'est là où réside toute sa puissance. Depuis le live stream, il a sans doute eu accès à toute la mémoire des souvenirs de Gaïa, ce qui lui a permis de comprendre une quantité de choses, notamment la nature de Genova et le moyen de la contrôler. Bah, ça, c'est quelque chose qui revient effectivement extrêmement souvent dans la capacité d'omniscience en fait, de Sephiroth, quoi. Qui est en fait un peu le mec qui a réussi à
comment dire, il va, en fait, il conscientise, parce que lui, il croit qu'il vient d'une Cetra, du coup, qu'il est un être élu, et le fait qu'il le conscientise, ça lui donne un regard, en fait, sur le fonctionnement de la planète, et aussi une ambition de dépasser ça, parce que les Cetras, ils voulaient vivre en harmonie avec la planète, et Sephiroth, il veut l'utiliser, quoi, pour sa puissance personnelle, parce qu'il a ce sentiment d'être un élu. Et effectivement, c'est ce qui lui donne son charisme de grand méchant et sa puissance. Et là, on retombe dans le schéma classique des méchants, mais je veux dire, en fait, en tout cas des méchants qui arrivent à nous toucher, parce qu'il y a cette puissance et il y a ce respect, en fait, qu'ils imposent aux joueurs, c'est pas bien ce qu'ils font, mais ils le font bien. Voilà. Ils font le mal, mais ils le font bien. Et ils sont badass quand ils le font. Et c'est vrai que là-dessus, on peut pas lui enlever ça. C'est féroce. Hein. Vraiment, merci, Chapi. Très, très... Ah bah, attends, il y a une deuxième partie. Clac. Très intéressante, tes remarques. Alors que la Calamité des Yeux est en état léthargique depuis son dernier affrontement, Sephiroth, depuis le livestream, prend le contrôle de ses pouvoirs afin de réaliser la réunion pour reconstituer son propre corps. Oui, donc toi, t'es vraiment dans la perspective Jenova, elle est manipulée par Sephiroth, quoi. À quand la rédemption de Jenova, du coup? Je rigole. Pour ce faire, il a besoin de l'énergie de la planète qui est en abondance depuis le cratère nord. C'est pour cette raison, il me semble qu'il lancera la réunion à cet endroit. Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le qui manipule qui, j'en sais trop rien. Je comprends totalement ton avis. Mais par contre, oui, clairement, le moment de la réunion, de toute façon, c'est le cratère nord, c'est le moment où tout a commencé, quelque part. C'est l'arrivée de Jenova sur la planète. Hein. Donc c'est un lieu qui est hyper important et qui est extrêmement riche en concentration d'énergie Mako. D'ailleurs, en fait, Ifalna, dans FF7, quand on a les vidéos là, qui sont enregistrées par le professeur Gast, elle explique que s'il y a autant de neige et tout ça, s'il fait froid en fait autour du cratère nord, c'est parce qu'en fait la planète elle concentre une quantité d'énergie phénoménale pour essayer de guérir la blessure de Jenova. Et d'ailleurs on voit qu'elle guérit pas d'ailleurs la blessure de Jenova au sein de la planète. Le parasite reste, la planète ne cicatrise pas et en fait elle utilise une telle quantité d'énergie que du coup ça a quasiment pompé en fait tout ce qu'il y avait autour. Et c'est pour ça qu'on peut alors ce qui est montré dans la vidéo de la Terre Promise dans le bâtiment Shinra avec les Cetras et tout ça, c'est la vision que la Shinra a des Cetras. Donc c'est pas forcément comme ça qu'il faut les imaginer à proprement parler, mais on les voit dans un environnement qui est très verdoyant, qui est très beau et tout ça, et on peut tout à fait imaginer que le cratère nord à la base, la partie nord ait pu ressembler à ça et qu'elle ait fini par devenir plus froide en fait à cause de cette concentration d'énergie, quoi. Puisque Jenova a la capacité de prendre l'apparence des défunts, moi je suis toujours pas convaincue. Je connais le parti pris de Chronos et j'en ai discuté avec lui. Moi, je suis toujours pas convaincue que c'est que les défunts. Hein. C'est possible, mais pour moi, il n'y a rien qui dit mordicus que c'est que les défunts pour l'instant. Alors, parce que si on doit se baser sur un préfixe qui n'est présent qu'en japonais et qui n'est pas extrêmement exposé de manière directe et compréhensible et surtout qui puisse être, comment dire, qui soit vraiment flagrante pour tout le monde, je suis pas sûre que ce soit un élément si important que ça de son fonctionnement à Jenova. Je peux me tromper, hein, mais il est facile pour Sephiroth alors de changer l'apparence des hommes en noir en lui-même. Il est mort, et en Jenova, ils sont Jenova. Mais en tout cas, clairement, ton point de vue, il est tout à fait logique par rapport à la prise de parti que tu as. Ça tient complètement la route. Hein. En ce qui concerne les mondes, il me semble qu'il ne s'agit pas de timeline ou autre parallèle similaire au multivers de Marvel, mais bien d'un voyage dans le livestream, des choix avortés mais théorisés dans le propre... Bon, ça, effectivement, j'en ai parlé dans la vidéo sur Iris. Les fameux, si seulement j'avais fait ce choix, bah voilà, c'est exactement comme ça que je l'ai expliqué dans la vidéo sur Iris, donc là-dessus, on est complètement d'accord. Donc lui sert donc juste à accumuler le plus d'énergie possible à travers les souvenirs et émotions qui circulent dans le live stream pour non seulement reconstituer son corps, mais aller au-delà du vivant, devenir un dieu. Je suis totalement d'accord avec ça. En tout cas, pour moi, ça fait clairement partie des hypothèses que j'envisage très très fortement. Et qui, pour moi, sont expliquées par Sephiroth dans le jeu, en fait. Hein. Il parle quand même de l'énergie qui est générée par... la colère, machin. Alors lui, il veut générer plutôt une énergie négative. Mais effectivement, oui, les mondes, il le dit dans l'entremonde avec Cloud quand il lui explique un peu le fonctionnement. En fait, il l'explique pas à Cloud, il nous l'explique à nous. Hein, mais c'est totalement ça l'idée, je pense. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Grand merci pour ton commentaire, super intéressant. De toute façon, grand merci à tous vos commentaires, hein, vraiment. Évangile de Vénus. Il m'est arrivé également d'utiliser le terme Sephinova pour désigner l'antagoniste dont l'identité n'est jamais vraiment claire. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, je l'avais envisagé pour dire c'est l'avatar de Sephiroth généré par les cellules de Genova, mais finalement, quand je suis pas sûre, je l'emploie aussi dans ce sens-là. Dans Rebirth, contrairement à l'original, lors du flashback à Calme, lorsque Sephiroth perd les pédales après avoir appris ses origines, des flashs lumineux avec le visage de Genova remplacent celui de Sephiroth. Qu'en conclure ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Il me semble qu'au moment où je crois qu'on le voit réfléchir ou je sais pas quoi, et ou c'est quand il se retourne, je sais plus. On va essayer de rechercher la scène. Alors, je crois que j'ai le bon moment. Oh, j'ai coupé le son, de toute façon c'est en anglais. Donc là, il est en train de lire les passages où il entend parler de l'arrivée de Genova, et en fait c'est illustré. Là on voit le cratère nord, là on voit la tête de Genova, les cellules. Et donc voilà, le Genova tel qu'elle est à Midgar. Alors, je sais pas si c'est le moment-là dont tu parlais. Si c'est ce moment-là, je vais essayer de voir un peu plus loin s'il y a autre chose. Mais si c'est ce moment-là, pour moi, c'est plus une illustration de l'arrivée de Genova, et en fait pour illustrer ce que Sephiroth est en train de lire dans le bouquin. Mais je vais voir s'il n'y a pas autre chose un peu plus loin, parce qu'effectivement j'ai le souvenir peut-être d'une superposition un peu comme sur le bateau à Junon. Voilà, c'est là. Ouais, on voit la main de Sephiroth, les cellules. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Je sais pas, j'ai pris la vidéo, il n'y a pas les sous-titres dedans. Donc, c'est l'anglais, je sais, c'est pas forcément bien traduit, mais enfin voilà, il raconte pas n'importe quoi tout le temps quand même. She needed a name. And so I dubbed her The Genova project was approved soon after. A bold initiative to resurrect the long-dead ancients. An initiative that resulted in my conception. Il parle de lui, là. Il parle du fait que le projet Genova a été approuvé, ils ont voulu essayer de faire renaître en fait Genova, etc. Et que c'est ce qui a donné sa conception. Or rather, my creation. Ou plutôt ma création. The crowning glory of Professor Gasp's wondrous experiment. Merde, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Or rather, my creation. The crowning glory of Professor Gasp's wondrous experiment. Oui, voilà l'expérience de Gast. En fait. He created you? Voilà, c'est le moment où pour lui, il n'a pas été engendré comme Jésus. Engendré, non pas créé. Enfin, l'inverse de Jésus, quoi, plutôt. Qu'il n'est pas passé par le corps de... D'ailleurs, ça fait très Jésus, d'ailleurs, hein, le fait qu'il ait été implanté, espèce de cellule divine de Genova implantée dans le corps d'une femme. Enfin, bref. Ouais, pardon, je pars en cacahuète, là. Oh, désolée, hein, je peux pas m'empêcher. Oui, donc effectivement, il y a une superposition avec Genova. Je pense que c'est ce passage-là dont tu voulais parler. Et qui du coup... Ah, Alexis, on t'a déjà lu. Voilà. Qui du coup donne... Attends, il y a peut-être encore autre chose. Il y a peut-être encore autre chose. Ouais, voilà. Et là, les yeux, ils changent. Là, ses yeux, ils changent. Et c'est vrai qu'on voit des souvenirs de Genova, mais depuis... Ok, intéressant. Qu'en conclure ? Quelle influence en partie ces actions ? Du coup, là, c'est l'inverse. Mais ouais, c'est ça qui est quand même trop fort. C'est que la théorie de Chappie, qui partait plutôt sur ces Sephiroth qui manipulent, quand on entend les arguments qu'il énonce et qui sont basés sur des faits du jeu, ça tient complètement la route. Et là, Évangile de Vénus, il nous donne l'inverse avec des trucs qui viennent du jeu et qui tiennent complètement la route, quoi.
Et parce que on peut dire oui, mais peut-être au départ c'était Genova et après Sephiroth il reprend le dessus, mais la mise en scène, ne jamais... Très important, moi je trouve quand on fait des théories, c'est de se baser sur la mise en scène, beaucoup, beaucoup. Si on te montre quelque chose, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Donc le fait qu'effectivement on te montre cette superposition avec Genova, ça veut dire quelque chose. Quoi ? Ça, c'est à nous d'essayer de le comprendre, quoi. Mais donc voilà, Évangile de Vénus, pour toi, ça peut éventuellement être un contrôle de Genova, et honnêtement, ça s'entend tout à fait. Hein. Peut-être bien à ce moment-là, d'autant que Sephiroth devient beaucoup moins loquace, en plus de passer de héros légendaire plutôt altruiste. Il cherche à retrouver le soldat Shinra pris dans le torrent, à machine à tuer. Puis il y a même le changement des yeux et tout, où il commence à choper ses yeux un peu en serpent, là. Ouais. Grande question, hein. Qui manipule qui entre Genova et Sephiroth Et là, ce que toi t'amènes, je pense qu'il y a un côté Sephiroth à la base n'est pas quelqu'un de mauvais, et il y a l'arc de rédemption de Sephiroth. Que personnellement, moi, j'achète. Hein. Si la partie 3 s'appelle Rédemption, bon, ça serait un peu du spoil. Mais je trouve ça beau comme mot, en plus, moi, j'aime bien. Et puis, c'est pas seulement la rédemption de Sephiroth, ça serait la rédemption de Cloud... oh là là. De Cloud. La rédemption du monde, la rédemption de plein de trucs. Moi, j'aimerais bien que ce soit un truc de... Moi, l'arc rédempteur, j'achète. Ça me va. Si c'est bien fait, franchement, j'achète sans problème. Tac. Alors, bien vu pour la réunion des mondes qui servira à amplifier la réunion au sens originel. Bah, de rien. À choisir, c'est peut-être mieux qu'un nouvel embranchement scénaristique. Oui, voilà, c'est ce que je disais. C'est plutôt que de multiplier les embranchements scénaristiques, il faut que ça se rejoigne à un moment donné, parce que sinon, effectivement, il y a trop de trucs à raconter. Et s'il y a trop de trucs à raconter, ça ne sera pas bien raconté. Même si on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un 3 DVD. Hein. Moi, je vous jure, s'ils font un 3 DVD... Alors, c'est de la nostalgie de vieille, mais il y avait 3 CD dans FF7. Et c'était le premier jeu. Déjà, je ne sais même pas si à l'époque, il y avait des jeux qui prenaient 2 CD. Je crois que Resident Evil 2, mais était sorti après. Il faisait 2 CD, même 4. Ah ouais, non, il y en avait 4. C'était encore pire, je crois. Je sais plus. Mais du coup, c'était pas 2, c'était 3 CD, quoi. Donc, s'ils sortent le dernier... comment dire ? Le dernier opus sur 3 Blu-ray... Ah, je vous jure, je pète un câble. Bon, ça m'étonnerait quand même, parce que techniquement, je sais pas. Quoique, si les données sur le Haut-Vent, elles prennent masse de données, ça peut, hein. Ah, moi, j'aimerais trop. Oh, l'annonce de fou, quoi. Déjà, ça a été les premiers à sortir un jeu qui tient sur deux Blu-ray, et je crois qu'il n'y a pas d'autres jeux pour l'instant qui ont fait un truc sur 2 Blu-ray. Alors, ça fait un peu la surenchère gratuite marketing, n'empêche qu'en attendant, Rebirth sera le premier jeu PlayStation, selon moi, si je dis pas de bêtises, à être sorti sur 2 Blu-ray. Ça fait partie de l'histoire du jeu, à l'intérieur de l'histoire du jeu vidéo. Aparté, les mondes pourraient être les mondes spirituels à l'intérieur de la rivière de la vie, créés par les esprits des morts, plutôt que des mondes physiques au sens multivers de Marvel. Bah voilà, encore une fois, bon, oui, j'en ai parlé, je suis d'accord avec vous. C'est une théorie à laquelle j'adhère pas mal. Je passe vite fait. On peut imaginer différents oncles avec Zack ne sont que des créations de son. Ah, là par contre, il y a une différence. Là, pour toi, du coup, Évangile, c'est Zack qui crée les mondes. Alors que pour moi, c'était plutôt Aerys. Enfin, au départ. Et après, effectivement, les choix de Zack qui prennent corps dans les mondes dans lesquels il vit régénèrent en fait des mondes. Et d'ailleurs, pour moi, un des rôles qu'on peut attribuer à Zack, c'est le fait que c'est un créateur de monde. Parce que je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que M. Ténéré en avait fait là-dessus, le fait que Zack, c'est l'espoir. Et le fait qu'il ne lâche jamais fait que quand les mondes sont détruits, il en recrée d'autres. Quoi que ça veuille dire. Mais pour moi, c'est Zack, le créateur de monde. Putain, ça sonne pas beau, ça, franchement. Hein, a-t-il seulement conscience d'être mort dans ce cas ? Bah non, à l'intérieur des mondes, Zack, il n'a pas conscience d'être mort, ça c'est sûr. De même, Zack et Aerys ne seraient pas vraiment là lors du combat final contre Bizarro Sephiroth. Après tout, seul Cloud les voit, et on sait que son point de vue est toujours à prendre avec des pincettes. Bizarro Sephiroth, il n'y a que Cloud qui se bat contre lui. Zack et Aerys, ils sont pas là, hein. Zack, il est là dans le combat contre le premier Sephiroth, celui qu'on voit qui est tout seul, et Aerys,
c'est One Winged Angel Sephiroth. Mais contre Bizarro Sephiroth, Cloud, il est tout seul. Peut-être sont-ce des créations de l'esprit de Cloud lors de son combat, ou encore les esprits de Zack et Aerys dans la rivière de la vie qui s'opposent à Sephiroth. Ouais, moi je suis plutôt partie là-dessus. Je vous le dis franchement parce que en fait, c'est un gros élément de la façon dont je vois le jeu, mais je pensais pas forcément en parler en vidéo parce que je saurais pas trop comment l'aborder. Donc ce sera peut-être plus si on a l'occasion. Normalement, je sais que Cal il veut faire un live sur Zack, donc j'aurai peut-être l'occasion d'en parler à ce moment-là. Mais moi, je pars plus spontanément. Alors, je dis pas que c'est la seule théorie possible, hein. Mais en tout cas, c'est celle qui reste le plus chez moi et qui peut-être tout simplement me plaît le mieux, hein. C'est d'avoir un fight avec l'équipe dans le vrai monde et Zack et Aerys qui font le job dans la rivière de la vie. Mais ça, je le développerai si j'en ai l'occasion. Peut-être j'aurai l'occasion de le développer en vidéo ou je sais pas, plus tard quand j'aurai fini ce que je veux déjà faire. Mais ouais, moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Merci Évangile pour ton message. Très intéressant aussi. Alors, Glenn Kainu. Dans l'opus originel, il y a une très forte analogie avec la Sainte Trinité chrétienne, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'y as fait penser. Moi, je l'avais pas forcément vu au départ et je l'ai réinjecté dans la vidéo sur les waifus quand j'ai parlé de l'arbre au Séphiros. Donc, je te reciterai parce que c'est toi qui m'as donné l'idée à ce moment-là quand je ferai la causerie sur cette vidéo-là. Où Sephiroth et Genova et les clones sont infusés de l'esprit et donc tout aussi Sephiroth que Genova. Alors pour moi, l'esprit, c'était le live stream du coup. Le Saint-Esprit, c'était le live stream. Donc pour ceux qui ne sont pas très calés en religion, donc il y a la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui pour moi font un parallèle entre Sephiroth, Genova et le live stream en fait. Black ou white ou vert comme tu veux. Dès le moment où Sephiroth tombe dans la source de la vie, il ne fait plus qu'un avec Genova. Après tout, il est lui-même une partie de Genova à la base. Il ne fait plus qu'un. Ah ouais, toi, c'est carrément une fusion des deux, en fait. Donc, il n'y a pas de Sephiroth et Genova. Il y a Sephinova, quoi. Vraiment, c'est les deux, quoi. Dans l'opus originel, 100 ans. Je sais pas, parce qu'en fait, on combat quand même Sephiroth et Genova indépendamment. Donc je sais pas si on est censé comprendre qu'ils font plus qu'un. Mais le fait qu'il y ait du Genova dans Sephiroth, oui, ça c'est sûr. Dans le remake, le parti pris est différent. Le Sephiroth du remake semble être au courant de l'histoire originelle et c'est qu'il en est une déformation. Bah, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est toujours la question de suite ou remake. Bon, ça, à voir. Merci Glenn. Itou, je suppose, on prononce comme ça. Superbe vidéo, merci beaucoup. J'admets aussi que je suis un peu perdue sur les deux réunions. Ouais, ça, on l'est tous. Hein, mais j'ai une théorie plus simple. FF7 Remake n'est pas un remake, mais une suite à FF7 original. En fait, je pense que suite à sa défaite à la fin de FF7, Sephiroth tente par la rivière de la vie de réécrire l'histoire, sauf que Aerys, déjà morte, le combat dans la rivière de la vie. Oui, hein, bah, de toute façon, je pense que c'est l'idée de beaucoup de monde, et surtout les gens qui s'appuient en fait sur On the Way to a Smile. Hein. Et on le voit bien au début de FF7 Remake, des plumes noires arrivent, un Sephiroth ailé d'une autre temporalité, pardon je baille, un Sephiroth ailé d'une autre temporalité, et ce paradoxe provoque une réaction des fillers qui tentent de tout faire pour préserver l'histoire originale. Cette bataille est perdue à la fin de Remake, et l'histoire de FF7 peut diverger. Ouais, après il y a toujours la question de... Alors il y en a qui disent, elle diverge pas tant que ça. Moi je suis pas sûre que ça va pas diverger du tout. Mais ça va peut-être pas diverger autant que certains l'auraient cru, en fait. Et surtout, la scène avec Tifa dans la rivière de la vie est importante. Ah, bah merci de le souligner. Oui, je pense bien, oui. On y voit la bataille continuelle entre Aerys et Sephiroth dans le contrôle de l'histoire. Aerys et Sephiroth. Pourquoi Aerys ? À travers les fileurs blancs, peut-être. Je pense que du coup, pour toi, les fileurs blancs, c'est Aerys, mais du coup, c'est pas la Aerys qui attend... au réacteur de Gongaga, mais la Omni Aerys qui a infusé sa conscience dans la rivière de la vie. Ça aussi, c'est une question. Hein. Qui manipule les fileurs blancs ? Moi, j'avais dit que pour moi, ils étaient infusés du sacre qu'a invoqué Aerys, mais du coup, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont directement contrôlés par Aerys, mais à certains égards, j'ai quand même le sentiment que alors c'est soit Aerys, soit la planète. Ouais, ça fait aussi partie des nombreuses questions auxquelles il faudra répondre dans la troisième partie.
La Iris qui nous aide à la fin et la Iris omnisciente qui combat un Sephiroth ailé. Ouais, totalement. Ouais. Conscient de l'histoire de FF7, il connaît Cloud et il veut la réunion des dimensions pour lui permettre de gagner la bataille. Oui, c'est la lecture clairement qu'on peut en avoir, hein, tout à fait. Ce que je pense pour la partie 3, l'histoire va un peu diverger, mais pas trop. Voilà, exactement. Ouais, moi je pense aussi, en fait. Il y aura une conclusion qui sera peut-être pas la même, il y aura des divergences, mais pas autant que certains l'auraient pensé. En revanche, quand Cloud aura vaincu Cypher Sephiroth et son esprit quitte son corps pour vaincre Sephiroth à l'Omnislash, là, l'histoire pourrait complètement changer avec un véritable boss nouveau. Alors, je sais pas si on aura un véritable boss. Mais ce qui est sûr, c'est que cette scène du combat mental, en fait, de Cloud contre Sephiroth, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec, parce qu'à la fois, ils ont pas arrêté de nous la remettre. Tous les épisodes finissent avec cette bataille. L'Omnislash raté à la fin de Remake, avec Zack à la fin de Rebirth, et finalement, ça serait pas déconnant qu'à la fin de la partie 3, on ait cette scène avec que Cloud, la scène d'origine. Et c'est là que la boucle est bouclée avec l'original. Et là, il n'y a pas de... là, il n'y a pas de tu reviens, tu vois. En fait, c'est Advent Children qui a foutu la merde. Avec son il revient, j'ai au stigmate, gna. Là. Donc, c'est pas impossible qu'on l'ait. Mais effectivement, je suis d'accord. Ils peuvent aussi décider de faire un changement de fin. Pourquoi pas, hein. Parce que le véritable boss, en plus, ça peut être... C'est pareil, on finit toujours par vaincre Sephiroth. C'est quand même jamais Jenova, hein, le boss final. Hein. Jenova, elle apparaît en boss, mais quand on finit les épisodes, c'est quand même toujours Sephiroth qu'on combat, et c'est pas Jenova. Hein. Donc, quelle est la place de Jenova là-dedans ? Que de questions auxquelles je ne saurais répondre. Hein. Monsieur Ténéré, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Enfin, qu'est-ce que j'ai sélectionné de ce qu'il nous racontait ? Parce qu'il nous raconte, on voit que j'ai coupé d'ailleurs. Monsieur Ténéré, ce qui est bien, c'est qu'il fait des vidéos et ses idées, il les développe dans ses vidéos aussi, donc c'est encore mieux que dans les commentaires, mais voilà. L'objectif principal de Sephiroth serait selon moi de modifier son destin, vu que la mort d'Iris dans l'original conclut sa perte. Et comme selon moi, Remake Trilogy est une suite à Advent Children et le livre On the Way to a Smile, Livestream Black, Livestream White, on comprend qu'il revient du futur pour changer son destin, ce qui explique la présence d'un Sephiroth omniscient en plus de Sephiroth Jenova, différencié par une plume noire et une aura violette. Attends, une plume noire et pour toi, la plume noire, c'est le Sephiroth Jenova ? Parce que pour moi, c'était la plume noire, c'est pas pour moi, quand on a une plume noire, c'est Sephiroth, et quand on a l'aura violette, c'est Sephiroth Jenova. Moi, je distingue les deux. On comprend qu'Iris se renvoie également ses souvenirs. On comprend par la suite grâce à la Matéria Blanche. Ouais, moi, c'est aussi un peu l'impression que j'avais, effectivement, ouais. Ce qui est confirmé par Nanaki lors du rendez-vous au Gold Saucer. Confirmé par Nanaki. Je pense que Nanaki, au Gold Saucer, il dit qu'il faut qu'il sauve Iris. Il confirmerait qu'il se renvoie les souvenirs par la Matéria Blanche. Attends, faut que je remette la scène, là, du coup. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, Cloud, je vais te dire un truc qui doit rester entre nous. Quand on était à Midgar, en fait, Aerys et moi, on avait des visions de l'avenir. Ouais. C'était l'impression que j'avais. Et maintenant, c'est plus le cas, c'est ça ? Oui, on s'en rappelle plus. Quand on a quitté Midgar, les fileurs ont dû nous retirer ces souvenirs. Je vois. Ce sont bien les gardiens du destin, non ? C'est ce que tu nous avais dit, ouais. Ah bon, vraiment ? Je me demande si on va finir par les oublier, eux aussi. Peu importe. Oui, donc en fait, Nanaki, quand il nous dit c'est les gardiens du destin, c'est une connaissance qu'il avait et qu'il se rappelle même plus qu'il avait, quoi. Tu crois pas ? Laisse tomber le destin. C'est pas important. C'est pas anodin, cette phrase. Hein. Laisse tomber le destin, c'est pas important. On peut pas s'en soucier. Ah, en plus, le gros plan sur la bouche de Cloud, c'est pas anodin. Tu as raison. Par contre, il y a quand même une chose qu'on ne doit surtout pas oublier. Il faut protéger Aerys. On doit protéger Aerys. Je me rappelle plus du tout pourquoi il faut qu'on le fasse, mais j'en suis certain.
Allez, Oh, on va laisser le top là, il est beaucoup trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a? en signe de La promesse. patoune. Tape la patoune. Allez, tape la patoune. C'est trop mignon. Il fait trop craquer, mon mec. C'est Mais oui, elles sont drôlement toutes douces, moelleux. ces patounes. Bon, je vais arrêter parce qu'après, je retombe dans la mignonnerie, fanservice et tout. Restons concentrés. Du coup, je comprends pas. Attends, je relis ta phrase, monsieur. Ah putain, j'ai le micro qui s'est arrêté. Je sais pas quand il s'est arrêté. Bon, bah tant pis, je recommence. Donc, youpi, je sais pas quand est-ce que ça s'est coupé. Donc, pour moi, on comprend qu'Aerys se renvoie également ses souvenirs. Ce qui est confirmé par Nanaki lors du rendez-vous au Gold Saucer. Pour moi, ça confirme pas qu'elle s'est renvoyée ses souvenirs. Alors, il dit bien, et c'est son interprétation, que les fillers leur ont enlevé leurs souvenirs. En tout cas, ils avaient des souvenirs qu'ils n'ont plus. Et potentiellement, c'est les fillers qui les leur ont enlevés. Mais il ne parle pas de la matière blanche, en fait. Même si moi aussi, j'ai l'impression que quand elle récupère la matière blanche, elle récupère une partie des souvenirs qui étaient du coup dedans. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je vois pas trop le lien avec le rendez-vous au Gold Saucer. Enfin, ce rendez-vous au Gold Saucer confirme que la fin de l'original et Post-Advent Children n'est pas la bonne. Ah oui, et d'accord, la fin de l'original et Post-Advent Children. Ah oui, parce que c'est vrai que ça revient à la fin d'Advent Children. Oui, d'accord, pardon. N'est pas la bonne, car lors du combat contre Harbinger, donc le Harbinger of Fate, donc en français, c'est le héros du destin. À la fin de remake, quand la vision du futur de Nanaki courant vers Midgard, fin de l'original et d'Advent Children apparaît, ce dernier dit, après avoir regardé Aerys, c'est le futur qu'on doit anéantir. Sachant qu'Aerys et lui-même connaissent l'avenir, comme il le confirme au Gold Saucer. Ouais, mais comme je l'ai montré dans la vidéo d'Aerys, il y a un truc qui me... Alors, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais il y a un truc, moi, qui m'a un peu fait bader, c'est que 5 minutes après, quand il combat le héros du destin, c'est Nanaki, pendant le combat, qui dit « Je ne te laisserai pas changer le destin ». Donc, en fait, je me suis même demandé si quand il disait c'est le futur qu'on doit anéantir, est-ce que c'est on doit le faire parce que c'est dans notre intérêt, ou est-ce que c'était on doit anéantir parce que c'est ce qu'on veut nous faire, en fait. On veut nous faire anéantir ce destin. Le doigt, voilà, comment l'expliquer? Oui, c'est ça, c'est le doigt, pas dans le sens où on a envie de le faire et c'est dans notre intérêt, mais il y a quelqu'un qui nous y oblige et qu'en fait... Nanaki ne veut pas. Il veut que ce destin-là arrive. Je sais pas si je suis très claire. Donc, il est hautement improbable que partie 3 finisse comme l'original et possiblement celui-ci ira plus loin que l'original pour avoir enfin un futur qui convienne à nos héros. Alors, qu'il aille plus loin que l'original, moi, je pense aussi... Enfin, bon, j'en ai parlé dans le live sur... le dernier live avec elle, hein, suite remake, c'est sûr que si on retombe exactement sur la même fin que l'original... Encore que la fin de l'original, en soi, elle est très bien. Hein. C'est parce qu'ils ont mis Advent Children après que ça a foutu la merde. Mais à la base, la fin de l'original ne laissait absolument pas présager... elle était conclusive. On avait battu Genova. Sephiroth était détruit physiquement et dans la psyché de Cloud. Et Aerys... ça finissait avec une note d'espoir sur Aerys, dont on sentait en fait l'aura à travers la rivière de la vie. Et l'équipe, elle finissait... Enfin voilà, ils étaient en vie, ils vont retrouver les gens qu'ils aiment, et nanana. Donc finalement, c'était un futur qui convenait très bien. Enfin, tu vois, il y avait... Donc, en vrai, la fin de FF7, en soi, elle se suffisait à elle-même. C'est parce qu'ils ont rajouté des trucs après, en fait, que du coup, maintenant, on se prend la tête et tout ça, quoi. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir comment tu vas nous raconter ta vision des choses à travers tes vidéos à venir, évidemment. Hein. Hop, on peut enlever ça. Eh ben, on n'est pas rendu, les gars, j'en ai encore plein. Alors. Alors, NCFR87, le shish kebab.
Oui, le shish kebab. Je suis désolée. Pour ceux qui n'ont pas capté ou qui n'ont peut-être pas la rêve tout court, évidemment que ça fait référence au concours d'insultes, au duel d'insultes dans Monkey Island. Hein. Le shish kebab. Ah, je suis désolée que ça t'ait fait pleurer. Finalement, est-ce que Sephiroth du cratère nord aura encore un impact aussi grand par rapport au Sephiroth omniscient qui veut la réunion des mondes? Ah bah ça c'est une très bonne question. Mais est-ce que l'un n'est pas... est-ce qu'ils vont pas réussir à nous faire un mix des deux, en fait? Est-ce qu'ils vont pas réussir à nous faire un mix des deux? Ou ce Sephiroth qu'on voit apparaître, comment ils pourraient faire? Putain, moi je la veux, la scène avec l'œuf et l'arbre et tout. Enfin, bah, c'est pas grave si elle est pas dans la trilogie, elle sera toujours dans l'original. Mais oh, elle est tellement trop stylée, elle est tellement trop symboliquement puissante que j'ai du mal à imaginer qu'il l'enlève. Mais c'est vrai que dans un sens, moi je comprends les gens qui se disent que du coup, ce Sephiroth-là, il sert plus à rien. Alors, surtout que la virée dans l'entremonde du dernier chapitre de Rebirth devait aussi... Attends, la virée dans l'entremonde du dernier chapitre de Rebirth... Oui, d'accord, le truc en blanc, là. Devait aussi conduire Sephiroth à récupérer la vraie matière noire. Ah, c'est trop compliqué d'avoir ajouté un Sephiroth en plus avec ses désirs contraires au Sephiroth de base. Mais on est... Mais oui, mais... Je te comprends trop. Je te comprends trop. Concernant Cloud et Tifa, pour moi, elle est super triste parce qu'elle a vu sa BFF mourir, surtout que leur lien a été... bien plus évolué dans les remakes par rapport à l'original. Par contre, Cloud ou Iris semble capable de continuer à voir l'autre monde où elle est sauvée par Cloud. Après, quel monde va subsister? T'imagines, ils font subsister les mondes du livestream et c'est la réalité qui se désagrège. Mystère et boule de gomme, parce que pour moi, ce serait trop simple que le monde dans lequel Iris est vivante disparaisse au moment même où ça fait tilt dans la tête de Cloud qu'il y a un monde dans lequel elle meurt. Attends, quoi? Dans lequel Iris et vivante disparaissent au moment même où ça fait tilt dans la tête de Cloud qu'il y a un monde dans lequel elle meurt. Ah oui, enfin, qui réalise en fait qu'elle est morte, quoi. Et même en même temps, en écrivant ça, je me rappelle que de toute façon, l'Iris que voit Cloud repart dans la cité des anciens et que du coup, il la verra plus. Ah bah non, de toute façon, quoi que ce soit qu'on imagine avec la Iris de la fin, elle sera pas à nos côtés. Je veux dire, on n'aura plus de gameplay avec Iris. Plus dans l'équipe, dans le monde réel. J'insiste bien là-dessus. Sinon, petite idée de vidéo, la matérielle blanche de Rebirth. En fait, j'en ai parlé dans la vidéo sur Iris. Hein. J'avais pas forcément envie de... Enfin, j'avais pas forcément l'idée... En vrai, je sais qu'il y a des gens qui me demandent souvent des vidéos sur genre Sephiroth, la matière noire, la matière blanche et tout ça. En fait, pour l'instant, en tout cas, moi, je suis pas à même de faire des vidéos que sur ces sujets-là parce que je suis beaucoup trop dans le flou par rapport à ça. Et aussi parce que il y a déjà beaucoup de monde qui parle de ces sujets-là et que une des choses que je voulais faire et que je continue à vouloir faire sur ma chaîne, c'est de parler du reste, en fait de tout le reste. Et honnêtement, je l'ai fait dans la vidéo sur la mort d'Iris parce que j'avais quand même des choses à dire là-dessus et que j'étais obligée d'en parler. Mais moi, ça m'a collé en plus un stress de malade parce que pendant tout le temps où je faisais mon montage, j'avais qu'une trouille, c'est qu'il y ait des gens qui sortent des trucs qui me fassent revoir complètement ma vision des choses ou qui rendent ma vidéo complètement obsolète. C'était beaucoup trop stressant en fait de parler des sujets qui sont beaucoup discutés par ailleurs. Franchement, je serais très contente de revenir à des vidéos où je parle justement du reste. Et c'est un peu aussi le rôle que je me suis donné en tant que youtubeuse, c'est de dire venez, on parle aussi un petit peu d'autre chose. Mais ça arrive que je donne des éléments de réflexion à travers mes vidéos. Maintenant, je vais être très honnête. Je ne fais que spéculer, on fait tous que spéculer, je suis d'accord, mais moi je suis complètement dans le flou avec tout ça, donc je peux pas vous faire un truc... Je suis pas sûre d'avoir grand chose à apporter sur ce sujet-là, parce que pour moi c'est trop flou en fait. Je peux poser des questions, mais apporter des réponses, je suis pas sûre d'être à même de le faire, quoi. Je suis même sûre de pas être à même de le faire. Alors, Paul Grudneux. C'est vrai qu'il y a eu dès le début un débat sur l'identité du véritable antagoniste de FF7, Sephiroth ou Genova. De toute façon, c'est un peu toujours comme ça dans les FF. Hein. T'as toujours un premier antagoniste qui cache un second antagoniste. C'est très très souvent comme ça que ça se passe. Hein. Dans FF4, t'as l'Empire, mais finalement c'est Golbez qui est derrière. Dans FF6,
c'est pareil, t'as l'empereur, machin, puis finalement c'est Kefka qui est derrière. Dans FF7, t'as l'histoire Genova-Sephiroth. Dans FF8, c'est un bordel sans nom, mais enfin, t'as l'histoire d'Ultimecia, mais qui est amenée un peu à la fin, comme un cheveu sur la soupe. Enfin, bon, j'étais pas trop fan du délire, mais bon, il y a quand même toujours un méchant. Il y a toujours un méchant derrière le méchant, en fait, quoi. Mais c'est vrai que du coup, la question, c'est qui est derrière qui, en fait. Maintenant, on sait plus trop, quoi. En fait, la réponse était planquée dans l'Ultimania Omega. Allons-y, on t'écoute. Enfin, le cas de Sephiroth est extrêmement inhabituel. Bien qu'il soit doté d'une force légendaire, il a vécu comme un humain ordinaire, enfin pas complètement ordinaire, je dirais un peu jusque-là, mais jusqu'à ce qu'il apprenne le secret de sa naissance il y a 5 ans. À partir de là, il a commencé à suivre un chemin différent de celui des humains. Il n'est pas tombé sous l'emprise de Genova, mais a plutôt pris le contrôle et assuré le commandement des actions de celle-ci. Cette évolution nous donne une idée de la force extraordinaire que possède la forme de vie connue sous le nom de Sephiroth. Olé! L'Ultimania Omega, tu dis, d'accord. Eh ben ouais. Bah ouais. En plus, l'Oméga, c'est celui dont parlait Chronos en disant que c'était l'Ultimania des Ultimania, qui était censé donner toutes les clés de lecture du lore de FF7. Donc effectivement, si c'est ça, c'est clairement Sephiroth le maître du jeu, quoi. Ce qui serait pas étonnant. Hein. La volonté de Sephiroth lui permet d'instrumentaliser les pouvoirs extraordinairement dangereux de sa mère. Ah bah là, il serait méga surpuissant, c'est clair, mais ouais, ok, d'accord, c'est sûr que bon... Après, moi je me méfie toujours des traductions des Ultimania, et ça doit jamais nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Mais bon, c'est sûr que si c'est marqué vraiment comme ça, bon, il y a moins de doute sur la question. Mais c'est vrai qu'au final, Sephiroth et Genova, c'est un peu blanc bonnet, d'autant que Sephiroth parle lui-même de relation mère-fils, ils ont le même objectif, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre, c'est ce que j'expliquais en début de vidéo, quand je vois les comportements de ce que j'estime être Sephiroth et Sephiroth Genova, ils ont pas les mêmes antagonistes au niveau des waifus, et ils sont pas... Faut pas que je dise des waifus, en plus que je déteste quand on réduit les personnages de Tifa Aerith à ce rôle-là. C'est ironique, les gens, c'est ironique. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. En tout cas, des deux héroïnes, on va les appeler comme ça, c'est mieux. C'est plus proche de mon ressenti. Et du comportement qu'ils ont vis-à-vis de Cloud, j'ai pas l'impression moi, qu'ils aient forcément le même objectif. Enfin, ça fait partie de mes grandes questions. Hein. Donc le terme de Sephinova est assez pertinent. Merci. Encore plus avec la retrilogie, voire Ever Crisis. Pourquoi Ever Crisis? Alors, attends. Qui peut sembler relancer le débat sur l'identité du vrai méchant. Oui, à travers The First Soldier. Ouais. Est-ce que Square Enix va changer de fusil d'épaule et finalement faire de Genova la vraie mastermind? C'est possible. Hein. Et Sephiroth, une simple victime de la manipulation de celle-ci? Je n'espère pas, mais c'est pas exclure. Non, on peut rien exclure, hein, de toute façon. Hein. On peut rien exclure, ça c'est sûr. Merci Paul. Shark. Alors, pour ce qui est du temple des Cetras, son changement d'emplacement n'est pas anodin. Ah bah non, clairement. Lorsque Nanaki demande à Bugenhagen s'il connaît l'existence du temple, il dit que non. Les Cetras ne croyant en aucun dieu, ils n'en avaient pas besoin. Oui, ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo. Seulement, il existe bel et bien un lieu, mais il ne s'agit pas d'un temple. Il est considéré comme un temple par ceux qui sont étrangers à la culture des Cetras, tout à fait. Puis au chapitre 13, ah oui, c'est bien Tsang, du coup, qui dit que la structure du temple fait forteresse. Donc ce lieu sert de barrage à des envahisseurs afin de protéger plus loin leur cité. Comme un château fort. Oui, on se rejoint totalement dans la vision des choses, Shark, effectivement. J'ai un peu le même ressenti que toi, ouais. Il a bien servi contre les enfants des hommes qui craignaient et enviaient le pouvoir des Cetras. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand il raconte... Enfin, j'ai plus exactement la ref en tête, mais quand on voit la cinématique qui te parle de l'arrivée de Genova, ou non, qui parle de la guerre contre les humains, c'est possible qu'il l'ait mentionné, ouais, carrément. Bon, si tu le dis, c'est qu'ils l'ont très certainement mentionné, je suis persuadée que tu as été vérifié avant d'écrire ça. Après, comme on le dit, la Cetra dans le temple, qui je crois est la voix de la mère d'Aerith, mais pas sûre. Non, alors ça dépend, parce qu'en fait, en français, il n'y a pas beaucoup de voix. Par contre, en anglais, il y a plein de voix qui parlent en même temps, et je sais pas ce que c'est. Faudrait regarder ce que ça fait en japonais. Je sais pas ce que ça fait en japonais. Mais ça peut être je suis pas sûre que ce soit forcément que la mère d'Aerith, ça peut être les Cetras, l'esprit commun, en fait, des Cetras qui parlent à travers Aerith. C'est peut-être Genova qui les manipule. Attends, qui manipule qui? Les humains? Attends, je relis là. Il a bien servi contre les enfants des hommes qui craignaient et enviaient le pouvoir des Cetras. Après, comme le dit la Cetra dans le temple, c'est peut-être Genova qui les manipule. Merde, faut que je revoie l'extrait du coup.
Oh, ouais, ça va faire fouiller dans beaucoup d'extraits. Oh, Shark, j'ai la flemme. Tu pourras me dire exactement où c'est, s'il te plaît, et de qui manipule. Tu pourras préciser ton propos en commentaire, s'il te plaît. Parce que je sais que tu vas le faire. Là, j'ai la flemme d'aller rechercher tous les extraits. Je suis désolée. Sinon, la vidéo, elle va faire 8 heures, quoi. Oh, pardon, Shark. Je compte sur toi. Yorushke. Pour ce qui est de la matière noire, j'ai pas l'impression que Cloud la récupère dans l'entremonde, mais bien qu'elle se forme lorsque Sephiroth récupère celle qui est la clé. Ouais, je me rappelle de ton commentaire, j'avais été regarder. Mais que Sephiroth le dit, est-ce qu'on peut suivre à toutes les infos? Parce qu'après, il y a une mise en scène particulière où les fileurs débarquent d'une dimension aux couleurs de la matière noire. Ensuite, ils entourent Sephiroth et on dirait qu'ils forment la vraie matière noire. Je m'en rappelle de ton commentaire, j'avais été vérifiée, j'avais fait mais grave et j'avais pas vu ça du tout la première fois. J'avais absolument pas fait gaffe à ça. Les mêmes particules qui en son sein quand on la regarde sont les mêmes que celles qui entourent Sephiroth avec les fillers. Alors peut-être que c'est la clé qui se transforme en la matéria en faisant une manipulation particulière. Je vais essayer de vous retrouver. Le passage là, je peux le retrouver assez facilement. Time has come. Là. Je crois que c'est là. The black materia. What in the world is going on? Get us clear. Whispers? Voilà, donc là ils s'assemblent. C'est ce moment-là, voilà. No. Sephiroth. Toujours son aura violette là d'ailleurs. Là tu vois, il y a une aura violette, hein. T'as quand même l'impression que c'est Sephiroth, merde quoi. Bah j'ai Nova là. Là il génère son arbre. C'est peut-être ça l'arbre hein, qu'ils vont mettre au cratère nord d'ailleurs. Voilà, et là, on a l'impression qu'il l'a recréé. Je crois que c'est ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, l'arbre qui fait penser vraiment à l'arbre du Temple des Anciens. Il y a quand même beaucoup d'éléments du cratère nord qui sont à la fin dans la partie du Temple des Anciens. Non, attends, j'ai oublié de fermer les trucs au fur et à mesure. Cloud qui rétorque la matière noire à ce moment peut être un indice des devs, et puis refuse aussi qui réagit par rapport à ce truc. Oui, c'est bien la scène que j'ai montrée. Enfin, lorsque la manipulation est finie, on voit Sephiroth qui tend la main et fait apparaître la sphère, voilà, ayant les mêmes reflets que ceux qui ont été créés autour de lui, et il la jette à Cloud. Ensuite, Sephiroth peut lui donner dans le passage des explications des mondes ou pendant le combat final. Mais il lui redonne, en fait. Si pour toi, c'est ça, la matière noire qui l'a créée, etc. Attends, c'était quoi ton truc au départ? Que Cloud la récupère dans l'autre-monde, mais bien qu'elle se forme. Oui, alors, elle peut se former par Sephiroth au moment que j'ai montré, là, que tu mentionnes. Mais ça n'empêche qu'il la redonne, à Sephiroth à l'issue quand même. Donc, quand il tombe avec Aerith, théoriquement, il l'a plus. À moins qu'on regarde frame par frame, avec les yeux laser de Queen Lollipopo et qu'on voit Sephiroth qui essaye de lui remettre dans la poche en loose dé. Ce serait un peu cheap d'ailleurs. Mais... merde, j'ai bougé dans ton commentaire. La jette à clone. Ensuite, Sephiroth peut lui donner dans le passage des explications dans un combat final. À la fin, dans la CGI, la materia. Pardon. À la fin, dans la CGI, la materia apparaît comme étant la même que celle que Sephiroth tend à Cloud, donc ce serait bien la materia noire. Oui, moi je pense aussi que c'est la vraie. Hein. Déjà, le fait d'avoir fait, c'est la fausse. C'est une clé qui mène au monde. Déjà là, c'était un peu... Franchement. Et les mains aussi, ils en mettent 2 fois. Non, c'est encore une fausse. Ouais, non, ça va, niquez-vous, quoi. Il est maintenant sûr de l'avoir brisé. Oui, briser Cloud, d'accord, pas la matière, on est d'accord. Hein. Ainsi, il a toute la confiance que Cloud donne la matière noire au Sephiroth du cratère. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même ce moment où tu vois Cloud qui donne déjà... Ah bah non, mais tu vois, il le faisait dans l'original. Il lui donnait la matéria, on la reprenait et il la redonnait à la fin. C'est vrai que ça fait un peu... aller-retour pour rien quand même. Mais c'était déjà dans l'original. Alors...
Mais pourquoi le Sephiroth avec l'aile voudrait la destruction? Ah bah ça c'est la grande question. Parce qu'il veut devenir le roi du monde, mais s'il n'y a plus personne, c'est toujours la faille dans les plans des grands méchants qui veulent détruire le monde. À quoi ça sert de détruire le monde si tu te retrouves tout seul, toi? Ce que tu dis dans la vidéo est bien. Ah bah merci. L'une des possibilités est que Sephiroth va profiter de ça pour provoquer la mort de tout le monde et, entre-temps, va engendrer tristesse, colère, désespoir, sentiments négatifs afin de renforcer encore plus la planète. Mais bon, pas seulement la planète, mais à travers la planète, c'est lui qui va renforcer. Hein. En soi, c'est déjà ce qu'il peut faire avec les autres mondes, n'est-il pas? Bah oui, tout à fait. Alors pourquoi également ici? Parce que bagarre dans le live stream et bagarre en surface. J'en démords pas. Ou alors c'est vraiment pour avoir une énergie dantesque, atteindre l'immortalité et par la même occasion sauver tout le monde. Bah non, pas sauver tout le monde du coup. Il s'en fout de sauver les gens. Enfin, il parle de ceux qui sont libérés du joug du destin. Donc peut-être sauver que ceux qui l'intéressent, quoi. Oh, quel bordel ce scénario, sérieusement, quoi. Car de son point de vue, s'il tue chaque vie, puis elle retourne à la rivière de la vie, il pourra alors absorber la rivière et donc les âmes des défunts vivent à travers lui en quelque sorte. Ouais, c'est très égotique comme vision des choses, mais c'est un peu ça hein, qui donne l'impression. C'est pas déconnant ce que tu racontes en tout cas. Et alors il aura réussi à sauver tout le monde à travers lui. Qu'est-ce que c'est sympa de sa part. Ah, c'est trop fort. Excellent. Ah bah merci Fifi. Bien sûr, bah oui, c'est ça que les gens veulent, c'est vivre à travers lui. Oh putain, la vision mégalomaniaque du gars, quoi. Mais c'est pas déconnant, en tout cas. J'aime beaucoup ta fin, Shark. Soldier Zack. Alors. Soldier Zack. The one and only. Le cœur de Sephiroth est soit en possession de la Shinra. Ok. Tu penses que son vrai corps, c'est eux qui l'auraient, en fait, comme ils ont le corps de Genova, en fait. Soit désintégré ou perdu dans le live stream. Encore un qui veut pas de mon Sephiroth dans son œuf, quoi. Mais vous me cassez tous le délire, les gens. Non, mais je comprends votre point de vue. Je peux pas... Ça me rend un peu triste, mais je peux pas dire que c'est déconnant ce que vous racontez. Hein. Je pense qu'ils vont approfondir le contexte autour de la création des êtres comme Kadaj, Loz et Yazoo. Tu crois vraiment qu'ils vont nous les ressortir, les trois pimpins, là? Mais qui en a encore quelque chose à foutre, des trois-là, sans déconner? Enfin, est-ce que quelqu'un en a déjà eu quelque chose à foutre tout court, en fait? Vraiment, quoi. Ah, je sais pas. Bon, je vais continuer à lire. Le Sephiroth du cratère nord ne serait qu'une création physique inachevée formée par l'esprit de Sephiroth lui-même. Je trouve cette idée excellente car elle répondra à des questions importantes, notamment sur l'origine de Kadaj, Loz et Yazoo. C'est important pour toi, mon chéri, mais je peux t'assurer que pour moi, ça l'est pas du tout. À moi, les trois là, mais... Ah, mais j'en ai tellement rien à branler, quoi. Mais oh la vache. Oui, je sais, ils font partie du lore, hein, mais il y a des éléments de lore dont j'ai strictement rien à branler. Franchement, les connards du Deep Ground, à part peut-être Vice, parce qu'il a, je crois, il a un rôle plus ou moins, et Shulk qui ont plus ou moins un rôle ou je sais pas quoi. Genesis. Et les trois connards là, pour moi, ils peuvent faire comme s'ils avaient jamais existé dans le lore. Ça me dérange pas du tout, mais pas du tout. Alors je comprendrais que les fous furieux du lore se disent non, mais maintenant qu'ils existent, faut en faire quelque chose. Mais moi, vraiment, hein, ils peuvent dire venez, on fait comme si on les avait jamais inventés. Ça me gênera absolument pas du tout. J'ai tellement pas envie qu'on nous emmerde dans la troisième partie avec eux. Mais je comprends tout à fait ton point de vue et why not, hein, mais comme quoi, Kadaj, Loz et Yazoo, il y a des gens que vous avez quand même intéressés, ça existe. Voilà, je n'en fais pas partie, mais il y a des gens qui aiment Vanille, hein, donc tout est possible. Tout est possible. Les armes seront présentes à la réunion comme dans l'original. Mais j'espère bien. Il manquerait plus qu'ils... alors là... là, il manquerait plus qu'elles y soient pas. Où elles accumuleront l'énergie nécessaire pour évoluer. Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. Pour évoluer. Ah, alors attends, si je te comprends bien, toi tu penses que les armes, c'est les deux qu'on a vus dans la rivière de la vie et elles vont muter? C'est ça pour devenir les armes... Je sais pas, parce que... il faudra que tu me dises si c'est comme ça que je suis pas sûre de comprendre comment tu penses qu'elles peuvent... Et c'est quoi ton histoire d'évolution? Je la comprends pas bien, je pense. Si jamais tu m'écoutes, s'il te plaît, est-ce que tu peux préciser?
C'est intéressant ce que tu dis, mais je vois pas comment ça se concrétise. Parce que pour moi, les deux armes, j'en reparlerai. Des armes et des méga matérias, et j'en reparlerai dans la séquence du live stream. Pour moi, les deux armes qu'on a vues là, elles vont servir. Mais écoute, je veux bien que tu développes l'idée, si tu veux bien. Mais surtout, elles seront sous l'influence de Genova. Ouh, t'es chaud, Soldier Zack, hein, t'es chaud, hein. Guidé par une colère destructrice. Comme cela expliqué dans Ever Crisis, notamment lors du combat contre les deux Bahamut et Advent Children avec les enfants, etc. Attends. Lors du combat contre les deux Bahamut, ça parle de Genova ? Il va falloir que j'aille revoir ça. Je vais pas le faire ici parce que comme de toute façon j'ai prévu de faire une vidéo sur les armes, je vais aller vérifier ce que tu racontes, Soldier Zack, là, quand je travaillerai dessus. Mais Advent Children... Ah, mais parce que l'espèce de Bahamut, c'est censé être une arme ? Je sais pas trop. Là, tu parles de trucs que j'ai pas en tête. Ouais, si tu veux bien creuser un peu ton idée, moi, ça m'intéresse parce que je vois pas... Je vois pas, mais justement, quand je vois pas, ça m'intéresse. Hein. Je le dis pas pour dire je vois pas, c'est nul ce que tu racontes, mais au contraire, je vois pas, donc ça m'intéresse de creuser la question. Cela simplifie aussi le fait que nous devons affronter les progénitures de la planète. Ouais, bah alors, bon, je vais pas développer plus que ça parce que j'ai l'intention d'en parler dans ma vidéo. Mais du coup, commentaire très intéressant que clairement, je vais réfléchir à tout ce que tu racontes quand je bosserai dessus. De plus, Sephiroth a bel et bien créé Kadash, Loz et Yazoo à partir de la rivière de la vie, comme ça est stipulé dans The Way to a Smile. Ainsi, il est tout à fait plausible qu'il ait pu réaliser une création similaire de lui-même à la Réunion. Oui, carrément. Soit à partir de son propre cadavre, Sephi zombie, soit à partir de rien, en utilisant une grande quantité de Mako ou une méthode approximative. Why not ? Encore une fois, ça fait clairement partie des possibilités qui se basent sur du concret et qu'on peut pas enlever, hein, clairement. Hein. Mais en tout cas, on est arrivé au bout de vos commentaires. Merci à tout le monde. Hein. En tout cas, merci à tous ceux qui ont commenté, même les gens que j'ai pas cités. Hein. Je veux dire, quand vous mettez des commentaires juste pour me dire j'ai adoré ta vidéo, je vous jure, ça fait plaisir. Il n'y a pas de soucis, hein, vraiment. Hein. Mais merci à tous ceux qui ont échangé sur les idées. Peut-être que ça va nous redonner encore matière à réfléchir dans les commentaires de cette vidéo-ci, qui doit déjà être méga longue. Méga longue. Bon, après, je pense maintenant, vous le savez, hein, les causeries, forcément, à un moment donné, je vais vriller dans le fangirlisme, mais du coup, on perd du temps avec ça. En tout cas, je sais jamais comment les finir, les causeries. Merci. Ouais, je pense que c'est ça. Merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui ont regardé, merci à ceux qui m'envoient des bonnes vibes. Un grand merci aux gens qui me parlent de mes blagues dans les commentaires. Alors vous êtes mes préférés, hein, je vous jure, vous êtes mes chouchous. Non, c'est pas vrai, vous êtes pas mes chouchous, mais je vous aime très fort. Très très fort. Vous n'êtes pas très nombreux, mais quand vous le faites, je vous jure, je vous aime trop fort. Et je vous dis à bientôt. Alors, pour la prochaine vidéo d'analyse, peut-être, oh mon Dieu, il va falloir que je reprenne toute l'écriture de zéro, j'ai un peu le seum là. Et surtout le podcast avec Shark, que je vais quand même finir par sortir un jour ou l'autre. Merci, merci tout le monde, et puis à tout bientôt.